écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, on est nouveau podcast Histoire. On adore, je le répète à chaque fois, mais c'est un plaisir à chaque fois de le faire, recevoir des gens qu'on n'a jamais reçus. Donc on élargit la palette de nos intervenants, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui acceptent de partager avec nous des informations sur notre passé. On est avec Laurent Calais-Garin, est-ce que je dis bien ? Parfaitement. Voilà, l'université de Pau. C'est-à-dire dans le sud de la France, sud-ouest, c'est ça ? Sud-ouest, oui. Sud-ouest, exactement. C'est pas la Catalogne, ça, non ? Vous n'êtes pas... non, ça n'a rien à voir. C'est Perpignan, ça, non ? Voilà, c'est de l'autre côté des Pyrénées. Moi, je suis du côté plutôt basque. Ah oui, bien sûr. C'est Méditerranée, c'est l'Atlantique, donc. Nous, on est sur l'Atlantique, d'accord. Exact. Donc je retire tout ce que j'ai dit. C'est une catastrophe géographique, ce début de podcast. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes spécialiste. Alors, on va parler d'une période. On va parler d'une période où nous, à Radio Ma'arif, on n'est pas très bien informés. On a déjà du mal avec le pré-islamique. Alors, avec le pré-romain, c'est carrément le grand trou noir. Exact. Et on essaye là de combler nos lacunes. Et à chaque fois, quelqu'un peut nous éclairer sur qui nous étions avant même la période romaine. Et puis les pouvoirs locaux. Et quand on parle de pouvoir, on parle d'argent, on parle de monnaie. Et vous êtes spécialiste des monnaies de Mauritanie. C'est bien ça ? Exactement. Longue introduction est-elle tout correcte ? à fait. Non, tout va très très bien. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle de l'époque pré-romaine, alors c'est terrible, c'est comme le pré-islamique. Pré quelque chose, ça veut dire qu'en fait c'est... Il est défini par quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Exactement. C'est incroyable. Et c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'en fait, ça manque d'identité. Quand on dit pré quelque chose, c'est que... Il n'y a rien. Avant, il n'y a pas grand-chose, ou alors c'est très vaste, et à ce moment-là, on n'a pas su le découper. Dans notre cas, là, ça commence un petit peu à bouger. Autant, on a les préhistoriens marocains, comme M. Benser, qui a trouvé le plus vieux Homo sapiens sapiens. Ouais. Donc là, ça devient intéressant, parce qu'en effet, on touche véritablement aux premiers habitants de l'homme moderne, comme on dit, du Maroc. Nous, on est un peu plus récent quand même. C'est la proto-histoire, ça reste de la proto-histoire. Et la proto-histoire, on est grosso modo sur le premier millénaire avant Jésus-Christ. Avant que les Romains ne conquièrent le Maroc, ou la Mauritanie comme on l'appelait, donc là la conquête c'est vraiment 40 après Jésus-Christ. 40 après Jésus-Christ. Après, voilà, 40 après Jésus-Christ, on bascule dans l'époque dite provinciale romaine, mais avant, on appelle ça justement l'époque mauritanienne. Et là, on a vraiment donné une définition, parce qu'autrefois, on hésitait beaucoup, punico, ceci, on voulait toujours accrocher ce qui se passait ici à quelque chose qu'on connaissait en Méditerranée. Carthage, bref, on essayait toujours de donner une identité un peu hybride, sans véritablement regarder la culture qui se faisait ici. Localement. Ouais. Très localement, elle est particulière. Et la culture particulière, on la voit en grande partie à travers les monnaies. D'accord. Les monnaies de Mauritanie Tingitane, enfin, qui sera Mauritanie parce que même cette Tingitane, c'est un nom romain. Oui, et voilà. Oui, parce que Tingitane... On ne sait pas comment ils s'appelaient eux-mêmes, ces gens-là. Non, mais ils ne s'appelaient pas. Oui. En fait, mais non, mais la chose, c'est que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'un titre, d'une certaine manière. Et c'est de la même manière que les Romains ont besoin, par contre, de nommer. Et c'est une preuve de pouvoir, de savoir nommer les autres. Et les Romains, ils faisaient un amalgame. Ils ont fait la même chose avec en Gaule, par exemple. Ils les ont tous appelés, des Celtes, des Gaulois, mais quand on regarde, on a des tribus partout. Vous avez les Élusates, les Sotiates, les Bituriges, etc. Ici, c'est pareil. Là, on a mis des noms génériques, c'est-à-dire pour essayer de nommer cette masse. Et donc, vous avez des noms du genre Maure, les Maures, on est plutôt à l'ouest. Vous avez des Gétules, ça c'est plutôt frange saharienne. Mais les Gétules, mais eux, ils ne s'appelaient pas comme ça. Enfin, ils ne s'appelaient pas « Bonjour, je suis un Gétule ». Non, mais déjà, il y a un truc, dès qu'il y a un « U », c'est qu'on ne s'appelait pas comme ça, parce qu'on n'a pas le « U », non. On a « ou », on a... Voilà, ça pourrait être ça. Mais en tout cas, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire c'est exogène. C'est l'autre qui vous appelle et qui vous mélange. C'est comme un petit peu aujourd'hui, j'allais dire, je vais être un peu trivial, mais parfois, quand on a quelqu'un d'Asie en face de soi, on ne sait pas très bien si on a affaire à un Laotien, si on a affaire à un Cambodgien, si on...
Voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Asie, hein. C'est l'arabe, quand le Parisien parle de l'arabe du coin, mais qui en général est un souci qui n'a rien d'arabe, mais bon. Exactement. Donc à partir de là, nous, ce qu'on est en train de faire, on essaye d'abord de connaître un petit peu mieux les identités, comme on dit, tribales, parce qu'il y a vraiment des groupes humains qui sont particuliers. Et à travers les groupes humains, il y a de temps en temps des pouvoirs qui essayent d'unifier un petit peu la chose, c'est-à-dire de mettre un petit peu tout le monde dans une ambiance plutôt de paix pour pouvoir vivre ensemble. Ça, c'est le principe véritablement de la monarchie, de la royauté. C'est qu'au sein des tribus, il y en a une qui véritablement va élire. Et on en est là, véritablement, et c'est pas quelque chose qui vient de façon... c'est pas de droit divin, on va dire. C'est vraiment l'aîné des Anyas, c'est-à-dire le plus âgé d'une tribu qui pèse véritablement dans le milieu tribal. On va choisir cette personne-là, et à partir de là, cette personne-là va faire une sorte de fédération autour de lui. S'il remplit son rôle, on le garde. S'il ne remplit pas son rôle, il peut tomber, d'une certaine manière. Et donc, quand on remplit ce rôle, disons, de premier, celui qui est au-dessus, il y a un droit qu'on appelle le droit régalien, le droit du roi, celui de frapper monnaie. Alors, il n'y a pas que le roi, en fait. C'est ça qui est très étonnant en Mauritanie, c'est qu'il y a d'autres entités qui sont des cités, des villes qui ont été parfois fondées par des gens extérieurs, qui sont venus d'Orient, les Phéniciens, qui sont venus aujourd'hui du Liban, de la Syrie. Quelle ville a été fondée par les Phéniciens, par exemple ? Lixus. D'accord. Sur la côte atlantique. Hein. Voilà, on est près de l'Arrache. Ouais. Voilà. Lixus, par exemple, est une ville phénicienne. Tanger est certainement une ville phénicienne aussi. D'accord. Donc, les Phéniciens, ils ont fait la même chose de l'autre côté du détroit de Gibraltar. C'est presque un miroir. On coupe le détroit en deux et vous faites comme le test de Rorschach, là, vous faites comme le papillon, vous ouvrez et vous avez des comptoirs de l'autre côté jusqu'au Portugal. Jusqu'à Lisbonne, vous avez des petits... Quelle serait une ville phénicienne européenne ? C'est laquelle, par exemple ? Cadix. D'accord. Cadix, c'est la ville et son pendant serait Tanger, quoi. Et la pendant, c'est Lixus. Quand on regarde bien... Voilà, et le pendant de Tanger, c'est... De l'autre côté, il y en a plusieurs. Alors là, mais en fait, vous avez toutes les villes comme Malaga. Malaga, par exemple, c'est une ville fondée par les Phéniciens. C'est un Donc port. on va avoir ces villes-là, on va avoir l'argent de Lixus, c'est ça ? Alors voilà. Des pièces de Lixus. En fait, voilà, on va avoir des gens qui viennent d'Orient et qui ont une culture orientale où ils avaient l'habitude de voir passer de l'argent, de monnayer les choses. L'argent vient de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. Ça a été inventé, enfin quand je dis argent, c'est la pièce de métal ronde. Ça a été inventé au 7e siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure, en Turquie. Et petit à petit, on a trouvé que c'était très pratique comme moyen de paiement, plutôt que de faire du troc, etc. Parce que le troc, le problème, c'est que vous avez une cargaison, vous arrivez avec votre produit, vous le donnez, mais vous êtes, pour repartir avec votre bateau, si vous n'avez pas envie de prendre le produit de celui qui vous a pris le vôtre, s'il a du blé, mince, j'en ai chez moi aussi, vous repartez avec quoi ? C'est compliqué. Alors qu'avec l'argent, c'est beaucoup plus souple. Donc ça, l'argent qu'on connaît, les pièces, ils sont nés en Turquie en moins 700, ça ? Oui. C'est ce que vous dites, d'accord. Oui. Au 7e siècle avant Et Jésus-Christ, ça vient par les Phéniciens, ça vient chez nous. Ça a été en même temps, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui s'est mis en place à la fois dans un petit royaume, il s'appelle le royaume de Lydie. Vous le connaissez parce que vous connaissez, si, obligé, parce que le roi s'appelait Crésus. Ah oui, bien sûr. Et donc c'est passé dans l'expression riche comme Crésus, oui, et on pense que le père même de Crésus en frappait, mais bon, là on n'a pas les monnaies. Mais Crésus, oui, frappait monnaie. Encore un mot, dans les cours de numismatique avec mes étudiants, je m'amuse à ça, je leur dis, mais vous connaissez plus que vous ne pensez. Lui, il avait ce qu'on appelle des monnaies or, argent natif, ça s'appelle l'électrum. Et sa rivière, la rivière qui passait... C'est le pactole. C'était le pactole. Voilà. Donc, et toucher le pactole. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément de choses qui viennent de cette zone-là. Et ça serait... Je pense que c'est la mythologie, cette chose. Non. Je pensais que c'était comme Minotaure, tout ça. Pas du tout. Non, ça, ce sont des choses qui... Le roi existait, les monnaies, on les a, le pactole, c'est vraiment... D'accord. Tout existe, là. Et donc, ça vient progressivement vers l'ouest. Et à la faveur, justement, de ces colons, ils vont arriver avec l'argent qu'ils connaissent déjà. Donc ils vont rencontrer un roi local
qui lui n'a pas l'habitude de fonctionner avec de l'argent. Donc automatiquement, il va y avoir une interaction entre ces deux pouvoirs, et puis petit à petit, le roi va très certainement trouver que ça pouvait être vraiment intéressant, puisqu'en plus, vous pouvez mettre votre portrait dessus. Ouais. C'est-à-dire que la monnaie, c'est le meilleur outil de propagande. Bien sûr, bien sûr. Parce que pour les Romains, c'est pareil. À chaque fois que vous usurpez le pouvoir, la chose qu'il faut faire en priorité, mais je vous le dis, c'est un conseil, c'est frapper monnaie avec votre portrait. Ça se diffuse, mais alors à une vitesse incroyable. On connaît votre tête aussi. Mais c'est ça, Et puis vous pouvez même mettre des messages politiques. On peut tout mettre. Et donc, alors là, ce qui est intéressant, c'est que le roi va devoir composer en fait avec les cités. C'est-à-dire qu'ils sont deux à battre monnaie. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, dans nos sociétés, c'est un droit régalien. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui frappe monnaie. Mais là, il se trouve qu'il y avait des cités qui étaient autonomes, avec des étrangers, qui avaient déjà cette pratique monétaire. Donc le roi, il va composer avec eux. Et en fait, ce qu'il va faire, et le premier, à mon avis, le premier roi qui frappe monnaie en Mauritanie, c'est Bocchus Ier. Bocchus Ier, on est à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Et alors, il est assez intelligent, ce garçon. Pourquoi ? Parce qu'il regarde les ports de Tanger, de Lixus, de Russadir, enfin Melilla aujourd'hui, etc. Il regarde tous les ports et il voit ce qu'il frappe. Il frappe des grosses coupures en bronze, des grosses monnaies assez lourdes, de 13 grammes à peu près, qui circulent dans tout son royaume. Et lui, il dit, il nous manque la petite coupure, il nous manque la petite monnaie du quotidien pour acheter le pain, pour acheter les petites choses. Et le roi, plutôt que de frapper une monnaie forte, en or, en argent, etc., il frappe des petites monnaies de bronze, mais des petites monnaies de bronze dont tout le monde a besoin. Donc en fait, sa tête, elle est partout dans tout le royaume, plus que les grosses monnaies, plus que les grosses unités. Et ça, c'est quelque chose qui est assez visible, puisqu'on a trouvé des milliers de monnaies de ce roi-là. Oui, on peut les voir sur Internet facilement. Très donc on voit sa tête en fait. Alors on voit sa tête, alors un peu grossière, on peut dire un petit peu grossière. Alors, j'en ai trouvé quand même une qui est magnifique. Donc il a dû y avoir... Des qualités. Oui, demander à des graveurs professionnels de lui faire au moins... Pour lui. Un premier, il s'est fait tirer le portrait par des graveurs professionnels. Le premier. Après, je ne dis pas que c'est une... on a souvent tendance de dire c'est une décadence esthétique, etc. Non, mais ça l'importait peu. Parce que s'il avait vraiment voulu se faire tirer le portrait proprement, à la grecque, on va dire, il l'aurait fait. Il avait les moyens de le faire. C'est pas ça qui l'intéresse. Est-ce qu'on a une idée de la capitale de ce roi-là ? En fait, il était installé où ? Parce que là, vous marchez sur des questions qui sont en cours de résolution. D'accord. Alors bon, oui. Moi, je pense que j'en ai une. On est à peu près sûr. Ouais. Je vous le dis là parce que je vais le dire ensuite ça va sortir après. Dans les colloques ça va sortir et à l'écrit. Non, mais on a déjà proposé, mais on manque d'arguments. C'est-à-dire que je pourrais dire des noms, je pourrais lancer des noms, mais si j'ai pas d'arguments derrière, je suis pas un historien. Donc là, la différence, elle est là. Je peux raconter des histoires. On peut supputer un peu. On peut supputer. Moi, je pense qu'il y a une ville au Maroc qui est assez récente par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la ville de Tanger, de Lixus, de Salah. Salah, c'est Rabat. Ce sont des villes anciennes, qui au moins, on a des niveaux du 8e, 7e, enfin, c'est des villes qui sont avant Jésus-Christ. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a une qui est très récente. On a beau chercher, elle a été fouillée énormément. C'est la plus visitée, le site archéologique le plus visité, c'est Volubilis. Ouais. En fait, c'est la plus récente. C'est la plus récente parce qu'elle date, a priori, de l'époque de Bocchus Ier. D'accord. C'est-à-dire que ce serait la ville que Bocchus a mis en place. Et c'est pas sur laquelle s'est greffé Rome, quoi. Et c'est pas idiot. Oui, et c'est pas idiot. Pourquoi il l'a installé à Volubilis ? Pourquoi il l'a mis dans le Zerhoun, là, près du massif du Zerhoun, collé contre la montagne ? C'est pas idiot, parce que ce roi-là, à un moment donné, va récupérer une partie de l'Algérie. La partie occidentale de l'Algérie, une petite chose diplomatique, il va trahir un roi numide, enfin bref, Jugurtha, un rebelle, et Rome va lui offrir une partie de l'Algérie, l'Occident. Et sa nouvelle capitale, elle va se placer en Oranie. Ouais. Et depuis Volubilis, vous passez par Taza, troué de tête. Et on passe par là et on arrive en Oranie. D'accord. Et donc c'est pour donc lui, il transporte sa capitale, quoi. Il en a deux. Alors, revenons aux pièces de Bocchus Ier. Qu'est-ce qu'on trouve à part sa tête ? Il y a un chiffre, enfin c'est quoi ? C'est une pièce ? Il n'y a pas 5, 10 Il y a son titre. Ouais. Il y a son titre. Quoi son titre ? Bocchus, roi. Donc il y a un titre, hein, véritablement. Dans quelle langue déjà ? Ah, c'est du néo-punique. Ah, alors là c'est l'anglais de l'Antiquité. Néo-punique. Ouais. Du néo-punique, en punique on va dire. Mais c'est du néo parce que la langue a évolué. Mais là c'est l'anglais qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire comprendre par l'autre, celui qui arrive de l'extérieur, il faut parler sa langue.
Et s'il parlait en libyque, personne ne comprendrait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il parle dans l'anglais de l'Antiquité, c'est-à-dire il parle en punique, parce que toute la Méditerranée, si vous vouliez faire du commerce à l'époque, vous aviez intérêt de parler le phénicien ou le punique. Donc, c'est du carthaginois. C'est, voilà. Ah ouais. Donc, oui, bien sûr. Donc il grave. Carthaginois qui, si j'ai bien compris, moi, un mélange de phénicien et de je ne sais quoi d'ailleurs, d'amazir peut-être. Enfin. C'est une évolution. C'est une évolution de la langue. Les lettres sont véritablement, on les lit facilement. Hein, c'est du phénicien, tout simplement, mais elles évoluent un petit peu. Et très certainement, déjà le punique, c'est les Phéniciens en Afrique. Donc c'est un mélange, une interaction entre les Phéniciens et les autochtones. Et le Nord-Afrique, quoi. Sûr. Mais le punique, donc là, ils sont obligés, s'ils veulent se faire comprendre, de frapper dans la langue. Bien sûr. Et donc il y a deux mots, Bocchus, roi. Oui. Et le deuxième côté, à quoi? Et de l'autre côté, il y a le nom de l'atelier, de Bocchus. Et là, l'atelier, c'est là où ça pose problème. L'atelier s'appelle Makom Shemesh. Shemesh, le soleil. Makom, le marché du soleil. Et bien avec ça, c'est pas un nom de ville, parce qu'il n'y a aucune ville qui s'appelle marché du soleil. Shemesh, qui ressemble à de l'arabe, c'est du... Shemesh, ouais. C'est Shemesh, c'est le soleil, oui. Moi je vais vous poser une question, je pense que c'est honteux, mais je m'en fous, tu la couperas si c'est vraiment stupide. Quand on veut faire de la monnaie, on a besoin de métal, d'accord? Donc si j'ai une mine, j'ai de l'argent. Oui. La question. Oui. Parce que c'est quoi le métal qu'il utilise, Bocchus? Alors Bocchus, il utilise un alliage de cuivre. Il utilise une monnaie, je vous l'ai dit, vile. Oui, bas de gamme, ouais. Bas de gamme. Elle n'a pas de valeur intrinsèque. C'est le flous. C'est le flous, ouais. Mais ses successeurs, après, si vous voulez vous la jouer un peu politique, et surtout militaire, si vous avez des ambitions d'aller faire quelques combats, etc., ses successeurs ont participé à des combats dans la guerre civile de Rome. Ils ont pris le parti pour César, l'autre pour Pompée, etc., etc. Là, si vous voulez jouer dans la cour des grands, si vous voulez faire un effort de guerre, c'est pas le bronzé qu'il va falloir. Hein. Ouais, c'est de l'argent ou de l'or. C'est de l'argent ou de l'or. Alors, ils n'ont pas frappé d'or, mais ils ont frappé de l'argent. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que là, on fait de l'analyse également métallique pour savoir d'où vient l'argent, d'où vient l'approvisionnement. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans la partie nord du Maroc, il n'y en a pas. Il faut descendre dans le sud. Après Meknès, vous descendez dans le sud, et là, on commence à avoir les premières mines d'argent. Alors l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de traces de l'Antiquité. Beaucoup sur le médiéval. À l'époque islamique, là on sait que... les Idrissides, non, c'est ça, ouais. Voilà, les Idrissides et les suivants, les Almohades, etc., ont frappé monnaie grâce aux mines d'argent. Il y a des mines de galène, argentifères, qui sont du côté du sud de Meknès, là. Et là, il y a du potentiel. Mais pour l'instant, on n'a pas fait l'analyse. C'est ça qui nous manque. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui accepte de me donner des monnaies de musée pour faire des analyses. Et il faut les transporter en France, il faut les transporter en Espagne, par exemple. Et là, c'est compliqué. Non, ma question était encore plus basique. C'est-à-dire que l'argent, aujourd'hui, c'est une valeur qui n'a rien à voir avec son métal. C'est-à-dire qu'une pièce de 1 dirham ne vaut pas 1 dirham. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, alors ça, c'est une notion. Est-ce qu'à l'époque, la valeur de la pièce est la valeur du métal de la pièce, ou c'est une valeur symbolique? Il y a les deux. Il y a les deux parce qu'en fait, alors c'est deux dossiers très différents. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la valeur pondérale, c'est-à-dire la masse. Voilà. La masse. Si je le fonds. La masse en métal. Voilà. Et dans la masse en métal, vous avez aussi deux choses. Soit vous avez un métal vil, le cuivre, ça ne vaut pas grand-chose. Soit vous avez un métal précieux, argent et or. Voilà. Et là, ça vaut cher. La monnaie a déjà une valeur, c'est déjà un objet à échanger en soi. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la valeur faciale, c'est-à-dire la valeur que vous donnez à la monnaie. C'est l'euro aujourd'hui. On lui donne, on lui dit, voilà, dans la main, tu as une pièce de 2 euros. Qui est du métal ou pas du métal, à la limite, on s'en fiche. Que ce soit en laiton, que ce soit en zinc, en plomb, si vous dites que ça vaut 2 euros, tout le monde va croire que ça vaut 2 euros. C'est sûr. Et ça, c'est la valeur faciale. C'est l'État qui la met, ça, la valeur faciale. Oui. Et ce qui est assez intéressant ici, dans ces deux choses-là, c'est qu'à un moment donné, pour que ça fonctionne, il y a un critère. Il faut avoir confiance. C'est ça. Il faut juste avoir confiance. Si tout le monde est d'accord pour échanger les monnaies alors qu'elles ne valent rien, c'est-à-dire si vous avez que du cuivre, ça ne vaut rien du tout, mais moi je vous donne un bout de métal... Et moi je pourrais le donner à quelqu'un... Voilà, mais si moi je vous donne un bout de métal et vous me donnez 2 poulets, vous pouvez sucer le métal et il ne se passera rien, vous ne mangerez pas. Mais moi j'aurai 2 poulets. Si vous n'avez pas confiance,
ça va poser problème, parce que vous avez perdu 2 poulets contre une rondelle de métal. Mais la confiance, elle a un rapport avec le côté un peu communautaire ou géographique. Ça veut dire que moi, avec ces 2 pièces, il faut que je puisse acheter, 2 kilos de... Exactement. Et qui donne la confiance? Il n'y a pas de patate. C'est l'autorité, c'est le pouvoir. Ça veut dire qu'on a confiance dans le pouvoir. Exactement. Si ça C'est-à-dire commence que le Bocuse, on lui fait confiance. Exactement. Voilà. Demain, tout s'écroule. Donc est-ce qu'on peut dire, alors au regard du prisme numismatique, que Bocuse serait le premier souverain, entre guillemets, pas respectable, mais disons, digne de ce nom dans cette zone géographique, en fait, par rapport à cette lecture. Hein. Oui. Alors, on peut dire, vu ce qu'il a pu faire et ce qu'il a engagé, c'est peut-être celui, en effet, qui est vraiment à la base de la création de l'embryon, d'un embryon institutionnel étatique. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres pièces? Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres pièces fameuses en Mauritanie? En Mauritanie? Ouais. On a plusieurs rois après. On a du Bogude, on a Bocuse II. Ils ont tous leurs pièces? Ils ont leurs pièces. Avec Alors, pas tous. C'est étonnant. Bogude, c'est le fils de Bocuse? On ne sait pas. D'accord. Alors, Bocuse Ier a un fils qui s'appelle Bogude. Mais il y en a un autre Bogude qu'on retrouve 50 ans plus tard. On ne sait pas si c'est le même. Est-ce qu'il est vieux ou est-ce que c'est le fils de celui-ci? Là, on ne sait pas. Donc on a un petit problème de généalogie. C'est pas très clair encore. On n'est pas capable de faire la généalogie royale mauritanienne de façon définitive aujourd'hui. Donc là, on n'a pas de pièce de Bogude? Si. Ah bon? Si. Donc on a sa tête aussi? Alors, on n'est pas sûr qu'il ait sa tête à lui, parce qu'il a mis des animaux qui se battent. Enfin, il a mis quels animaux? Un griffon qui se bat avec... un quoi? Un griffon. C'est quoi un griffon? Un griffon, c'est un animal totalement inventé, mais ça vient d'Orient. D'accord. C'est un animal qui a un bec d'aigle en particulier, qui se bat avec des pattes de fauve aussi, et qui se bat contre un cerf. Mais là, c'est tout à fait politique. Lui, bien sûr, il se met à la place du griffon en tant que roi et il se bat contre un autre roi. En fait, il y a 2 rois mauritaniens qui ont du mal à cohabiter. L'un a pris le parti de César, l'autre a pris le parti de Pompée. D'accord. Et là, ça ne va pas du tout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cerf qui mange un griffon ou qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas, je pose la question. Non, il fait autre chose. Alors là, on est César et Pompée, mais on est après, il y en a un autre en dessous, Auguste et Marc-Antoine. Là aussi, ils sont pas du tout alors, le même César, corps. Pompée, Auguste et Marc-Antoine, parenthèse pour nos auditeurs, allez regarder la série Rome, parce qu'il y a Cléopâtre aussi dans cette affaire-là. Ça se passe entre l'Égypte, Rome, etc. C'est passionnant, et cette série-là qui compte seulement 2 saisons, est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Et j'ai fini la parenthèse et je reviens chez nous avec donc Bogude et des pièces de griffon. Et Bocuse II, il y a des pièces aussi? Oui. Est-ce qu'il a mis Bocuse II, il a des pièces, il a une proue de navire. D'accord. Un proue de navire, un bateau. Il a Baal Amon aussi, il a un dieu avec des cornes, etc. Enfin, il y a véritablement Mais c'est fou, mais c'est très riche tout ça. Ah mais il y en a, oui. Symboliquement. Par contre, il y en a très peu. C'est-à-dire que c'est plutôt de la pièce de commémoration, éventuellement, de leur pouvoir. C'est-à-dire vraiment de montrer que je suis le roi, je frappe monnaie. Et en parallèle, non, parce qu'il n'y a plus de cité, là, il n'y a plus de cité, Lixus, tout ça. Si. Non, c'est en parallèle. Tout ça, c'est en parallèle. Donc qu'est-ce qu'on a comme enclave? Enfin, en fait, ma question, elle est très simple, en fait. Quelle est la zone d'influence de Bocuse Ier, par exemple? Sur quelle contrée est-ce qu'il règne? Alors, si on le parle, nord du Maroc, en gros? Alors le nord du Maroc et même une partie du sud, mais on ne sait pas jusqu'où. C'est ça le problème. Mais en tout cas, on pense que le royaume de Bocuse est identique à ce que Rome a récupéré. C'est-à-dire que Rome, dans la tête... C'est le nord, on a plus que ça. En fait, dans la tête, si on regarde, il y a un géographe qui s'appelle Claude Ptolémée au IIe siècle qui a donné des indications très claires. Latitude, longitude, il a fait les calculs. Et le royaume de Mauritanie, qui deviendra la province de Tingitane, elle va jusqu'à Agadir. Sauf que... Ah, ça va jusqu'à Agadir? Oui. Je crois que ça va jusqu'à Chilla, enfin jusqu'à Rabat. Non, ça, je dis bien, c'est la province mentale. C'est la province... Elle n'est pas vécue, celle-là. La province vécue, on s'arrête à Rabat. C'est ça. Mais le bas est considéré comme étant la propriété de Rome. Après, ils n'ont pas forcément une grosse influence en bas. Aucune. Ils n'ont pas mis de cité, mais par contre, ils vont aller chercher du bois quand même. Le Touya, tout ça, ça les intéresse. Ils vont jusqu'à Mogador. Ou à Essaouira, là, ils font du commerce. Donc ça, c'est le royaume de Bocuse. A priori, Bocuse, le premier royaume, il va jusqu'à Agadir, a priori. D'accord. Et après, à la faveur d'une guerre, donc il gagne une partie de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il gagne pratiquement toute la partie ouest de l'Algérie. Dans ce domaine, on a Lixus,
Phénicienne, Phénicienne, Tanger, certainement phénicienne. quoi d'autre? Mélia, Oui, Russadir, ça s'appelait autrefois, oui. Certainement aussi. Comment on a vous trouvé dites pas mal. Russadir. Russadir. Russadir, oui. Ok, d'accord. Ça, c'était là, oui. Mélia. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme zone Ne serait-ce que Mogador. Mogador, l'île de Mogador était fréquentée par les commerçants phéniciens. Oui. On a retrouvé énormément de vases sur l'île de Mogador avec des noms, des anthroponymes sur les vases. Généralement, enfin c'est ce qu'on dit la plupart du temps, hein, vous avez des céramiques, des écuelles, des vases, des bols, etc., qui sont marqués d'un nom. Oui. Hannibal, Hasdrubal, etc. Enfin, tous ces noms qui sont très puniques, très phéniciens. Pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils perdaient de la vaisselle ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils mettaient leur nom dessus? En fait, la plupart sont des marins, des commerçants marins. Donc, quand ils arrivaient, généralement, quand on est étranger, quand on ne connaît pas le pays, on s'installe sur une île. Vous vous laissez venir quand même. Vous vous mettez sur une île, et l'île peut être un endroit neutre. Généralement, on met ce qu'on appelle un béthyle, c'est-à-dire une espèce de bloc qui représente une divinité. Et là, on calme le jeu. Ça veut dire que c'est un endroit neutre sur lequel on peut parlementer, commercer. Et on n'a pas le droit de se battre, logiquement. Et donc, à Mogador, on a retrouvé, en effet, tout un tas de vaisselle, pas mal d'objets phéniciens. C'était là où ils s'installaient et ils commerçaient avec les gens du littoral. Ils allaient faire On parle bien de l'île qu'on voit de la plage aujourd'hui. Oui, qui les îles Purpurines. militaire. Oui, c'est une zone militaire aujourd'hui. Oui, exactement. Et on nous a raconté aussi qu'il y avait un coquillage là-bas qui était rouge, qui donne la teinture rouge des dignitaires. Ouais. Le murex. Voilà. Ah, oui, c'est ce qu'on appelle ça donne la pourpre, en fait, la couleur pourpre, la pourpre gétule, de Gétulie justement. Et ça faisait des... Gétules qui sont une tribu dont on ne sait toujours pas qui ils sont. Non, mais c'est juste c'est le murex, c'est un coquillage qui a plusieurs ramifications et dedans vous avez une glande tinctoriale. On la casse comme ça et puis vous pouvez en effet mettre vos vêtements dans des bassins et avec les murex il faut en casser plusieurs pour pouvoir avoir cette couleur. Et paraît-il que ce qu'on appelle l'habit de l'empereur, le paludamentum, l'habit aussi du général, un peu, il est pourpre. Ouais. C'est la couleur pourpre, c'est la couleur de l'empereur normalement. Qui va devenir la couleur du pape d'ailleurs. Ouais, et voilà, exactement. Et ce qui se dit pour le dernier roi de Mauritanie, Ptolémée, il s'appelle Ptolémée parce que sa mère s'appelait Cléopâtre. C'est l'aîné, c'était une des filles de Cléopâtre VII, elle l'a eu avec Marc-Antoine. D'accord, ils ont eu des enfants. Il faut la VAR là. Voilà, je demande la VAR. Cléopâtre et Marc-Antoine, là, Cléopâtre qu'on connaît, qui se suicide, etc. Voilà. Elle a une fille. Elle a des garçons aussi. Oui, non, mais elle a une fille. Elle a une fille. Oui, c'est elle qui se marie avec Yuba. Exact. Voilà. Donc Cléopâtre l'égyptienne, c'est la belle-mère de Yuba. Oui, d'accord. Exact. Mais il ne le savait pas qu'il allait se marier avec la fille. D'accord. Parce que les deux ont été amenés à Rome. Les deux ont été captifs, amenés à Rome, enfant. mariés et placés sur le trône de Mauritanie, alors que lui, Juba, il est numide. Il n'est même pas mort. Et il va diriger un peuple qui n'est pas le sien. Ouais. Pas facile non plus. Mais bon, ça doit être la même logique que ce qu'on a dit au début de podcast, c'est-à-dire que vu de Rome, c'est les mêmes, quoi. On va dire ça. On va dire ça. Bon, voilà. Mais Ptolémée, pourquoi? Pour en revenir à Ptolémée. Alors c'est eux, c'est ce couple-là. Lui, voilà, ils ont un enfant. Qui s'appelle Ptolémée. C'est lui le géographe? Non. Non, pas, on est encore loin. Là. Non, c'est pas le géographe. On a un autre Claude Ptolémée, 2e siècle, un siècle plus tard. Ah ouais, non, d'accord. C'est pas le même. Ils n'ont rien à voir, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que disent les textes par rapport à sa mort. Il s'est fait assassiner à Lyon, Ptolémée. Et c'est à partir de son assassinat que Rome a récupéré la province de Mauritanie-Tingitane. Et ce qui se dit, c'est que quand il est arrivé à Lyon, c'est Caligula qui l'avait invité pour un spectacle d'amphithéâtre. Donc Ptolémée, c'est le roi de c'est le roi de Mauritanie. Le roi de Mauritanie qui arrive qui est invité à Lyon, qui se fait trucider. Eh bien, il se fait trucider. Alors les textes disent parce qu'il arrive avec une cape trop belle. Ouais, pas du tout, en fait. Rien à voir avec la cape trop belle. C'était juste qu'il pouvait prétendre au trône de Rome, puisque il descendait de Marc-Antoine, il aurait pu éventuellement réclamer. Alors moi, la dernière question que j'ai toujours pas comprise, juste pour mon repos mental, c'est que ce Ptolémée-là, qui finit mort à Lyon, avec la cape trop belle, mais donc il est un descendant de Yuba. De Juba 2. 1 et 2, puisque son père est Juba 2. Voilà, donc quelque chose entre les deux, quoi. Exactement. Voilà. C'est la famille numide mauritanienne, on va dire. Voilà, on a le tout. Et il frappe monnaie, attention, je finis par là, peut-être. Les deux frappent des monnaies d'or. Et ça, pendant très longtemps, on a dit que les souverains mauritaniens, Juba et Ptolémée, étaient à la solde de Rome. Et quand on frappe de l'or, ça veut dire qu'on a une certaine indépendance. Et moi, je suis persuadé que ces deux rois-là,
savaient exactement ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils agissaient comme de vrais souverains. On a toujours pensé qu'ils étaient des vassaux de Rome, mais le fait qu'ils frappent monnaie d'or, ça veut dire que l'empereur Auguste et Tibère, après, ont accepté qu'ils le fassent. Et donc c'est une vraie souveraineté. Et on revient au début, c'est un vrai droit régalien cette fois-ci. C'est un roi comme la monnaie d'or de Ptolémée. De Ptolémée. Elle est magnifique. Merci beaucoup pour cette demi-heure passionnante. On a appris beaucoup de choses. Demi-heure, oui. On ne se rend pas compte. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce super podcast. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.